top 20. Du dimanche soir maintenant, Jean-Philippe Nilor, député de la 4e circonscription de la Martinique, est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, nous allons parler de plusieurs polémiques en espérant avoir votre éclairage ou au moins votre point de vue à leur sujet. La toute récente concerne le soutien d'Alfred Marie-Jeanne à Fabrice Dunon contre l'avis de certains membres du MIM. Alors quelle est votre position à ce sujet? Est-ce que vous soutenez votre président? Non, le problème, c'est pas de soutenir ou de pas soutenir le président. Moi, je trouve déplorable que des débats qui devraient se tenir en interne au sein d'un parti politique soient jetés sur la place publique de cette manière-là. Et je crois que chacun a sa part de responsabilité. Dans cette affaire, je considère que les discussions doivent avoir lieu en interne, c'est pas sur Internet, et on connaît tous les méfaits d'Internet, ça porte beaucoup, mais ça porte aussi beaucoup de difficultés. Je pense que ces questions doivent être réglées en interne. Mais ce qui a choqué ceux qui ont mis l'affaire sur le net, justement, c'est le fait que les membres avaient voté à l'unanimité pour une autre candidate et que Alfred Marie-Jeanne, il a fait contre l'avis de tous, finalement. Non, ce n'est pas vrai de dire ça dans ces termes-là. Il n'y a jamais eu de vote à l'unanimité. Il y a eu des propositions des comités patriotes qui sont remontées, qui n'ont pas été suivis plus ou moins, mais ça doit rester en interne et ça doit pouvoir se régler en interne. En tout cas, le président du MIM, Alfred Marie-Jeanne, a pris une position et il a bien pris le soin de dire que c'est sa position personnelle. Ça veut dire que nous ne sommes pas... Vous devez suivre quand il arrive. Mais non, vous savez très bien comment les choses se passent. Si Alfred Marie-Jeanne a pris une position personnelle pour soutenir Fabrice Dunon, moi j'ai la liberté de prendre ma position personnelle de ne pas soutenir Fabrice Dunon. Alors, quelle est votre position? Est-ce que vous le soutenez déjà? Non, j'attends que ces problèmes-là soient réglés en interne avant de communiquer publiquement. Mais je veux dire qu'il n'y a pas de diktat au sein du MIM. Il y a un débat, il y a des divergences, et ces divergences-là doivent être traitées en interne. Et donc c'est pourquoi j'appelle tout le monde au calme. Il y a eu des précédents. Chaque fois que dans un parti politique, un membre éminent de ce parti politique va s'épancher dans la presse pour critiquer un collègue, un camarade de parti, ça fait des dégâts. Moi, j'ai eu l'occasion de subir ça, notamment avec ma suppléante. Je ne souhaite pas que ce type de pratique-là puisse perdurer. J'appelle tout le monde au calme et qu'on puisse discuter et prendre les décisions dans le respect de la démocratie, dans le respect du parti. Il faut pas qu'on oublie. Et quels sont vos rapports avec Alfred Marie-Jeanne aujourd'hui? Parce qu'on parlait de vous en tant qu'héritier assuré, et puis finalement on se demande ce qu'il n'en est. Mais non, je n'ai aucun problème avec Alfred Marie-Jeanne. Nous sommes deux hommes de caractère, nous disons les choses. Mais on parle de niloriste et de... Mais non, ça n'a aucun sens. Je vous dis, niloriste, pour moi, ça ne veut rien dire. Moi-même, je ne suis pas niloriste. Et je ne suis aucun nom qui commence par un nom propre et qui se termine par iste. Parce que on arrive facilement à l'adoration. Ça ne correspond pas aux valeurs que je défends dans le cadre de mon engagement politique. Alors, votre nom est cité dans de nombreuses polémiques ces derniers temps. La dernière en date, un désaccord avec Victorin Lurel, au cœur de l'Assemblée nationale. Alors, vous avez proposé un amendement pour intégrer dans les programmes scolaires un temps consacré à l'enseignement de notre histoire. Un amendement auquel Victorin Lurel s'est opposé, puisqu'il a déclaré, je cite ces mots, « La Constitution de notre République affirme que ce n'est pas à la loi de déterminer les programmes scolaires. Tout bon parlementaire, a fortiori un ancien assistant parlementaire, devrait connaître cette distinction. » Que répondez-vous à ça? Je réponds qu'une fois de plus, mon collègue Victorin Lurel entretient la confusion. Parce qu'il semble remettre en cause mes compétences en tant que député. Je rappelle que cet amendement a été co-signé par Alfred Marie-Jeanne, par André Chassaigne et par une dizaine d'autres ténors de l'Assemblée. Donc on n'a pas de leçon à recevoir de Victorin Lurel à ce niveau. Il se trompe, ou il trompe les gens, lorsqu'il dit que ce n'est pas du ressort de la loi. Parce que le Code de l'éducation est bien constitué de lois. L'article 311 1 dit très clairement que pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité. Donc on voit bien que c'est la loi qui peut permettre d'imposer et de rendre obligatoire et non plus seulement facultative l'enseignement de l'histoire de notre territoire aux enfants de Martinique. Tout simplement, je dis au-delà de ce constat-là, mon amendement, il relève du bon sens.
Parce que la question qu'il faut se poser tout simplement, c'est est-ce qu'on est satisfait aujourd'hui de la connaissance que nos enfants ont de notre histoire? Si oui, c'est parfait, on n'a rien à ajouter. Si il y a encore à parfaire les choses, s'il y a encore à améliorer les choses, mais cet amendement trouve tout son sens. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que nous avons des députés, des parlementaires qui sont élus par les peuples d'outre-mer et qui arrivent en France, sont plus français que les Français. Et ça ne les gêne pas du tout de défendre nos ancêtres les Gaulois, mais chaque fois qu'il s'agit de mettre en avant notre histoire, de transmettre ce que nous avons comme valeur à nos enfants, ça pose problème. Ou peut-être qu'il y a un autre, peut-être que les amendements venant du groupe GDR et venant particulièrement de moi, qui suis quand même la cible de beaucoup de personnes, ces amendements la dérangent parce qu'ils viennent de moi, tout simplement. Alors, la réponse de Victorin Lurel a été publiée sur le site Bondamanjak, qui vous attaquait déjà sur de nombreuses affaires. L'une d'entre elles a fait le tour des réseaux sociaux. Elle concerne votre vie privée, mais au sein de l'Assemblée nationale. Alors, comment vivez-vous toutes ces attaques et pourquoi vous ne portez pas plainte? Alors, je vis ça avec beaucoup de sérénité. Parce que j'ai ma conscience pour moi. Et je dis au peuple martiniquais qui m'entend, c'est quand même déplorable d'en arriver à ce niveau-là. Qu'aujourd'hui je sois appelé, interrogé sur ces questions-là, je trouve ça quand même petit. Dans ma vie, je n'ai jamais eu de relation sexuelle dans un ascenseur de ma vie. Encore moins celui de l'Assemblée nationale. Vous voyez, mais pourquoi vous ne portez pas plainte contre ces accusations alors? Alors, les avocats eux-mêmes, les personnes de loi elles-mêmes disent que porter plainte, c'est aussi surmédiatiser une affaire. C'est donner encore plus d'exposition à des accusations sans fond et sans fin. Et finalement, peut-être qu'au moment du verdict, de la sanction éventuelle, lorsqu'on va sanctionner celui qui aura diffamé, peut-être qu'il n'y aura plus personne pour donner de l'écho à ça. On sait bien, ce type de procédure-là peut prendre plus d'un an et c'est des choses qui sont très longues. Je me réserve le droit de pouvoir porter plainte. Pour l'instant, je me fie à la sagesse de ma fille qui a 13 ans et avec qui j'ai discuté. Parce que j'étais obligé de discuter avec mes enfants, notamment pour les protéger de toutes ces bêtises-là, et qui, je pense, a eu les mots les plus sages en me disant, pour l'instant, laisse et ne porte pas plainte. Laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Et je mets au défi l'auteur de ces accusations, puisqu'il dit avoir des photos, détenir une vidéo, de mettre cette vidéo-là en ligne et de montrer, véritablement, de démontrer que moi, je me suis trouvé dans ce type de situation-là. Alors, autre polémique dans laquelle votre nom a circulé, celle du licenciement de 2 salariés de la mission locale du Sud. Parmi les 2 licenciés, il y a la première adjointe du maire de Sainte-Luce. Alors, votre nom a été associé à cette polémique parce que vous, depuis peu, vous faites partie du conseil d'administration de cette mission locale. Alors, expliquez-nous pourquoi un licenciement aussi brutal et que faites-vous au sein de ce conseil d'administration? Alors, au sein du conseil d'administration de la mission locale, je suis représentant, comme d'autres élus, de la CTM. Il y a une présidente au sein de ce conseil d'administration. C'est elle qui gère au quotidien, qui dirige au quotidien la structure. Et elle prend ses responsabilités. La présidente a décidé non pas de licencier, mais de prendre des mesures conservatoires à l'attention de 2 personnes qui étaient accusées par un autre agent de pratiques, on dira, pas très légales. Et elle a pris ses responsabilités. Je ne comprends pas. Pourquoi c'est mon nom qui sort dans cette affaire-là encore une fois? Je me demande s'il n'y a pas une collusion d'intérêt de tous ceux qui cherchent, en définitive, à m'abattre politiquement. C'est peut-être parce que vous étiez opposé au maire de Sainte-Luce lors des élections, donc on se demande si ce n'est pas une décision politique. Vous trouvez ça sérieux? On parle de gros poils politiques. J'ai perdu les élections à Sainte-Luce, j'ai reconnu ma défaite. Je suis allé saluer le maire, le féliciter. Et depuis ça, il s'est présenté aux élections territoriales en tant que tête de liste dans la circonscription du Sud. Je l'ai quand même bien battu dans toutes les communes du Sud. Donc si quelqu'un doit entretenir un gros poids à ce niveau-là, ce n'est pas moi. Je rappelle simplement qu'au moment de ces accusations-là, j'étais hospitalisé, couché sur un lit d'hôpital. Vous voyez, j'avais d'autres soucis à faire que de chercher à prendre une revanche politique. Tout simplement, je ne suis pas de ce genre-là. Je ne suis pas de ce type d'homme-là. Je prends un exemple. C'est moi qui, au sein de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud,
et plaider pour que la municipalité de Sainte-Luce, la majorité municipale de Sainte-Luce puisse avoir une vice-présidence au bureau donc de cette structure. J'ai mon attaché parlementaire qui m'a fait pire que ça. Je ne l'ai pas licencié. J'ai fait une rupture conventionnelle. Donc ce n'est pas dans mes pratiques. Et je trouve que la personne notamment qui a pris la responsabilité de porter ces accusations graves fait preuve, encore une fois, d'hystérie, et je crois que ça dure depuis longtemps. Il y a une espèce de haine à mon encontre de la part de certaines personnes. J'ai subi, je subis, maintenant je vais commencer à réagir. Alors, je l'ai dit, vous avez plusieurs casquettes, dont celle de président de l'IMS. Alors, vous annoncez vouloir bouleverser le fonctionnement de la structure qui, jusqu'à présent, organisait plus des séminaires que des formations. Et alors, expliquez-nous comment vous allez organiser ce bouleversement et combien de temps ça mettra. Mais c'est déjà en cours. Et je crois que l'IMS, c'est un espace, c'est une structure qui est exceptionnelle. C'est un lieu qui doit être consacré au monde du sport en Martinique, et le monde du sport le mérite amplement. Ce n'était pas normal. Ce n'est pas normal qu'une telle structure soit évolue ou soit en train de végéter dans l'indifférence générale en Martinique. Il y a un investissement très lourd de plus de 30 millions d'euros qui a eu lieu. On ne peut pas consacrer un lieu comme ça à des locations pour des séminaires, des colloques, des choses qui n'ont rien à voir avec le sport. Donc, avec mon conseil d'administration, qui est composé vraiment de personnalités très déterminés, très engagés pour le combat, pour le sport, pour les sportifs martiniquais, pour enlever les enfants, les jeunes des abribus, les amener à des formations de haut niveau, d'éducateurs sportifs, de formateurs sportifs. Ce projet-là a commencé. Les premières formations sont en cours et les choses se passent très bien. Je crois qu'il y a un challenge à relever, notamment au niveau d'un axe sport-santé. D'accord. Combien de temps rapidement ça mettra ? À peu près pour que les formations commencent? Les formations ont commencé et les choses sont en route. J'ai trouvé un personnel de l'IMS que je n'ai pas choisi, mais qui est, à mon avis, est à la hauteur. Nous faisons tout pour qu'il y ait une cohésion au sein de ce personnel-là et que ces gens-là soient fiers de travailler au service de la Martinique, au service du sport martiniquais. Et je crois que nous allons réussir ce pari-là pour le bien des sportifs en Martinique, et notamment des personnes obèses, des personnes diabétiques, etc. Il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là pour la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées au niveau sportif. Il faudra donc former des gens qui seront qualifiés pour prendre en charge ce type de public-là. Et je crois que c'est le plus beau challenge que, personnellement, j'ai à relever au cours de cette mandature. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. La ville du Pré